un dernier acte que nous avons voulu mettre après le comité constitutionnel national chargé de la rédaction du projet, après le débat autour du oui et du non, nous ferons ce soir la part belle aux intellectuels. Quel regard ou quel rôle attribuer aux intellectuels dans le débat autour de la Constitution, ceux en dehors des politiques et du comité constitutionnel, quid des éléments véritables de rupture, évidents ou pas, dans cette nouvelle Constitution? On le saura d'un moment à l'autre avec les invités qui ont bien voulu nous faire l'honneur de nous apporter leur lumière. Patricia Lidimolé, bonsoir. Bonsoir Martial Tibinda. Alors, nos invités, tout de suite. Tout de suite, nous commençons par nos invités, comme vous le disiez. 4 sur ce plateau. Nous commençons par la droite avec Monsieur Aimé Régis Renombo. Il est juriste, inspecteur central des impôts. Juste en face, donc à ma gauche, nous avons Maître Oyan Ondon, qui est avocat et défenseur des droits de l'homme. Et à droite, à nouveau, nous avons le professeur Grégoire Biyogo, savant africain, membre du comité de suivi et d'évaluation des conclusions du dialogue national inclusif. Et enfin, nous avons Monsieur Harold Zue Nguema Ondon, lui, juriste. Messieurs, bonsoir. Messieurs et dames, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir tous, un plaisir particulier à vous, Maître Yann. Merci pour votre disponibilité. Patricia, allez. Alors, d'entrée de jeu déjà, madame, messieurs, depuis le début de cette émission, sinon de ces plateaux spéciaux, plusieurs invités sont passés également sur ce plateau. Alors déjà, en tant qu'invité ce soir, toutes ces personnes, toutes ces personnalités, quel est votre avis sur déjà cette pédagogie, mais également les débats qui ont commencé sur ce plateau? Monsieur Renombo. Bien, je vous remercie. La télévision nationale s'est livrée à un exercice de pédagogie, puisque la constitution d'une république n'est pas un élément accessible aux profanes, puisque le droit est une science, exactement comme la médecine, n'est-ce pas? Et donc la population gabonaise avait besoin d'être édifiée sur d'abord ce que c'est une constitution, sur ce que c'est un référendum, parce qu'il faut le rappeler que le constituant, ce que nous appelons en droit le PCO, le pouvoir constituant originaire, qui est en réalité la constituante, est en charge justement de produire une nouvelle constitution. Donc il y a des dispositions, il y a des articles, il y a des nouveautés. Donc il fallait effectivement se livrer à un exercice pédagogique pour que le Gabonais lambda puisse s'approprier la constitution. Parce qu'on ne peut pas aller voter, n'est-ce pas? On ne peut pas aller au référendum si on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, je pense qu'il était de bonne loi, n'est-ce pas, de mener cet exercice pédagogique à la télévision. Maître Yann, vous êtes de cet avis? Il fallait cela quand même pour édifier les Gabonais? Je pense que toute cette série d'émissions a été une très bonne chose pour les populations et même pour nous autres, parce que moi, je n'étais pas du tout au fait de ce qui s'est passé. Donc, ils ont pu expliquer comment ça s'est passé, comment tout le processus a été expliqué. Et la télévision a fait du bon travail. Merci. Monsieur Zue. Oui, Madame Lidimolé, c'est comme nous l'avions dit déjà au début, le professeur ici a déjà planté le décor en disant que nous sommes en train de faire œuvre de pédagogie. Et vous savez, beaucoup de Gabonais ne sont malheureusement pas des juristes, mais il était quand même nécessaire que les gens sachent faire la différence entre un projet de loi, un projet de constitution et toutes les étapes qui vont avec. Parce que, vous savez, le Gabonais lambda n'a pas eu connaissance, surtout que tout le monde n'a pas eu la possibilité d'aller au dialogue national. Alors, toutes les étapes qui vont avec et les étapes à venir encore, professeur Biyogo également, pour cette mise en bouche. Oui, je vais commencer rapidement par adresser mes civilités au directeur général de Gabon Première qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce plateau conclusif. Je pense en effet que c'était important d'élucider les enjeux et les étapes de ce projet de constitution, comme on le sait, écrit par le comité constitutionnel, soumis
au Parlement par l'entremise de la Constituante et qui va passer au grand vote du souverain. Le peuple qui est le souverain avait besoin d'entendre les enjeux de ce à quoi il est invité. D'accord. Alors, ainsi parlent donc les intellectuels sur ce plateau. Nous avons également tourné un peu nos caméras et les Gabonais également se sont exprimés. Patricia. En effet, au moment où se tient justement ce dernier numéro de ce programme, nos reporters ont tendu le micro à quelques téléspectateurs qui nous ont donc suivis depuis le début de ce programme, lesquels ont d'ailleurs tenu à saluer l'initiative de cette émission. Nous vous invitons donc à suivre ce reportage avec Lariska Lormamengi. Depuis le lundi 30 septembre 2024, se tient sur les antennes de Gabon Première, à 21h précise, une émission spéciale sur le projet de constitution. Une émission qui poursuit un objectif de pédagogie pour établir les faits et barrer la route à la manipulation politique qui tendait à s'installer au sein d'une certaine opinion. Au moment où se tient le dernier numéro de ce programme spécial, nombreux sont ces Gabonais qui ont trouvé cette émission particulièrement digeste dans un média d'État. Le débat sur la Constitution paraissait assez flou dans le commun des Gabonais et nous allons remercier la télévision de nous avoir offert l'opportunité d'avoir le sentiment de tout un chacun par rapport à cette Constitution qui causait déjà beaucoup de polémiques dans nos quartiers. Vous avez été éclairé quand même? Oui, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, pas seulement sur des sujets d'ordre politique, mais sur des sujets au niveau économique et social. Il y a eu des mesures fortes et je crois que ça va clairement fixer les bases de la prochaine République dans laquelle nous allons tous vivre. Nous qui regardons beaucoup la télévision sur les réseaux sociaux, le débat a été assez suivi. Je vous dirais même très suivi. Parce que ce débat-là a fait en quelques heures, on s'est retrouvé à près de 5000 vues. Donc vous comprenez que Gabon Télévision aujourd'hui a permis d'ouvrir la voie, a permis de donner la parole. Et nous croyons que les jours qui arrivent, Gabon Télévision va encore donner encore la parole aux Gabonais pour s'exprimer davantage sur cette constitution. Nous avons vu sur un même plateau des personnes, députés de la transition, des personnes, sénateurs de la transition, qui ont d'ailleurs même voté non au référendum à l'Assemblée, mais qui ont présenté leurs arguments devant les Gabonais. Et je crois que la démocratie commence par là, c'est pas seulement que dans les urnes, ça commence par le débat contradictoire. Et moi je crois que le débat contradictoire est assez installé au Gabon actuellement. J'avoue que vraiment par rapport au passé, mais la chaîne a beaucoup progressé parce que le débat, c'était quand même de haut niveau. J'ai apprécié, surtout que je doutais au préalable. Avant, je doutais parce que j'avais des appréhensions. Bon, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le projet-là, ben, il a quel niveau? Il y a certains qui disent, qui sont en train de demander à ce qu'on vote. On vote le non, on vote le oui, on vote le non ou le oui. Par rapport à quoi? Donc il fallait quand même une émission qui essaie de clarifier. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui ont été vraiment éclairées. Il y a des débats comme ça dans les taxis, partout. Parce que les gens n'avaient pas cette information-là, n'avaient pas cette précision-là. Concernant la nationalité, comment les postes de président de la République, qu'on appelle les postes de souveraineté, qui devaient les occuper, et avec les explications, et les experts et autres, et finalement on a compris. Donc vraiment ce débat était de haut niveau, et c'est très bien. Là vous avez interrogé, parce que tout le monde n'a pas accès à la télé, hein? Tout le monde n'a pas accès à la télé, c'est une réalité. Or, tout le monde va à l'obligation, enfin, c'est un devoir de voter. Mais il y en a qui ne vont pas, qui vont voter parce que, bon, on leur a dit sur le référendum, il faut voter. Ou bien c'est la tête du président, ils vont voter. Alors que, moi j'aurais souhaité que tous, sinon vraiment pratiquement les 98% des Gabonais, des électeurs, aient accès à cette information de manière à ce que leur vote soit un vote objectif. Que les tables rondes, les cafés, tout ce que c'est-à-dire que la télévision quitte de là où elle se trouve pour aller vers la population. Parce que sur le plateau, on invite des intellectuels, des érudits. Mais il faut aller écouter aussi le Gabonais lambda
celui qui est au quartier. Ce programme de Gabon Première, animé des mains de maître par Martial Tchibinda et Patricia Lidi Mouélé, a, au regard de ce qui précède, eu le mérite de clarifier plusieurs zones d'ombre, et ce, grâce à la présence successive des constitutionnalistes, des parlementaires, mais aussi des enseignants, aux techniciens du ministère de la Réforme des institutions et même de la société civile. Ils ont chacun, dans son rôle, donné de la consistance à ce programme. L'on a pu voir de grandes figures animer en direct un débat démocratique sans censure, en toute liberté de ton. L'on a vu des journalistes très à l'aise dans leur rôle de modérateur, permettant à chacun d'avoir le temps nécessaire de présenter son argumentaire. 6 jours de pédagogie et de débats contradictoires, que l'on soit du oui ou du non. Une culture démocratique qui s'est installée au lendemain du 30 août dans le contenu éditorial de Gabon Première. Sur les réseaux sociaux, l'on pouvait voir des réactions des Gabonais scotchés devant leur écran, donnant leurs avis sur les plateformes numériques de la première chaîne nationale. Une semaine qui a captivé l'attention de milliers de compatriotes désormais édifiés. L'on est alors tenté de dire que Gabon Première a su jouer son rôle de régulateur de toutes les tensions autour de la Constitution. Retour sur ce plateau, Madame, Messieurs. Derrière ce reportage, une question générique, c'est vrai, là on parlait de Gabon Télévision, mais il s'agit là bel et bien de la place des médias en tant que régulateur, on va dire, des incompréhensions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à cette place des médias, le rôle que les médias devraient jouer dans la société et notamment en tant que régulateur des incompréhensions ou même des tensions, Madame Royal, Maître Royal. Ah oui, ben les médias, c'est pas pour rien qu'on les appelle le 4e pouvoir. Les médias ne doivent pas jouer un rôle seulement quand il s'agit des affaires politiques. Les médias doivent pouvoir donner la parole à toute personne qui a quelque chose à dire sur l'espace public. Par exemple, une ONG, des associations, des simples citoyens qui ont quelque chose à dire sur l'espace public, ont une opinion à développer. Les médias doivent leur être ouvertes. D'accord. Réaction? Écoutez, ce sont les médias qui fabriquent l'opinion dans un pays, dans une nation. La plupart de nos compatriotes regardent la télévision, mais vous savez aujourd'hui que l'espace public va au-delà de la télévision. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. De nombre de Gabonais aujourd'hui suivent la première chaîne de télévision à travers les réseaux sociaux, à travers leur téléphone. Il faut, pour accompagner non seulement la transition, mais également le Gabon dont nous rêvons, le Gabon nouveau, avoir des médias impartiaux, capables de donner la parole aussi bien à ceux qui disent oui qu'à ceux qui disent non. N'est-ce pas? Nous avons vécu ici, durant plus de 5 décennies, comment le dire, celui qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, n'est-ce pas? La pensée unique, n'est-ce pas? Voilà. Il faut donc que la presse, les médias accompagnent aujourd'hui les Gabonais vers le changement de mentalité et surtout que les Gabonais se rendent compte que dorénavant la télévision nationale n'est plus instrumentalisée à des fins de conservation ou à des fins de captation ou de véhiculation de la pensée unique. Donc, il est de bon aloi que la presse, que la télévision accompagne ce changement et cette transition. Alors, professeur Biyogo, justement, on parle de changement de mentalité. Est-ce que vous pensez que cela suffit pour dissiper quelques incompréhensions des Gabonais face à cet avant-projet de la Constitution? Oui, je voudrais aussi insister sur l'importance du rôle de régulation de la démocratie, parce qu'il y a bien sûr le fait d'éduquer, le fait d'instruire, le fait aussi simple d'informer. L'information et le principe de neutralité, c'est là quelque chose d'essentiel parce que le comeback de la presse, des médias au Gabon, il y a une espèce de comeback, de retour, parce que il y avait, comme cela a été signalé tout à l'heure, trop de subjectivité, trop d'arbitraire, trop de lecture unilatérale. Et là, c'est intéressant, c'est l'exercice qui a été mis en place, permettre l'élucidation du projet,
la confrontation des arguments pour que le citoyen puisse choisir en toute rationalité. Alors, culture démocratique oblige. Il ne reste plus qu'un intervenant sur ce plateau. Il faut bien qu'il se prononce sur cette thématique pour qu'on avance. À la question, Madame Lydie Mollet a posé la question de savoir si est-ce que après l'exercice de pédagogie qui a été fait, si les Gabonais ont été satisfaits, je peux, sans risque de me tromper, dire oui, parce que Madame Lydie Mollet, vous savez, le problème qu'on a en Afrique, et je vais prendre un passage comme ça dans la Bible qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, et dans la Bible, il est toujours dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème qu'il y a eu autour de ce projet de constitution, et que nous avons d'ailleurs, c'est que la vulgarisation n'a pas suffisamment été faite. Ça, c'est de un. Et avant cela, il y a un problème au niveau de la population gabonaise. C'est que la population gabonaise a un gros problème, c'est qu'elle n'aime pas lire. Elle n'aime pas lire. Les gens ont du mal à aller vers l'information et on préfère beaucoup plus aller vers, je vais dire ça comme ça, vers l'intox, vers tout ce qui n'apporte pas un retour positif dans l'information de la société. Mais selon vous, et n'importe qui peut intervenir, la vulgarisation n'a pas suffisamment été faite, mais en même temps, est-ce que c'était le moment justement de la vulgarisation quand on sait justement que ça suit un processus? Est-ce que le fait que les débats aient été lancés justement dans les réseaux sociaux avec des problématiques particulières, est-ce que cela n'a pas servi d'anticipation, un débat en fait avant le débat ou la vulgarisation avant la vulgarisation? Monsieur Tumida, lorsque je parle de vulgarisation ici, je n'incombe pas la responsabilité uniquement aux médias, surtout la presse audiovisuelle. Vous savez, l'information, quand on parle d'information, il y a la presse audiovisuelle, il y a la presse écrite également. Quand je parle de vulgarisation, d'absence de vulgarisation, de manque de vulgarisation, c'est justement parce que les Gabonais ont eu des difficultés à lire. Parce qu'il faut le reconnaître, ces supports-là qui ont été produits par le Comité constitutionnel national n'étaient pas à la portée de tout le monde, il faut le dire. Et lorsqu'on parle ici des réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde, parce qu'il faut se dire la vérité, qu'il y a des coins reculés dans ce pays encore où les gens n'ont pas l'accès aux réseaux sociaux. Donc il aurait été quand même souhaitable que, même sur les supports papier, qu'on puisse pouvoir d'abord les lire, même s'il est question d'avant-projet, mais qu'on sache au moins de quoi il est question. D'accord. Alors, juste rappeler que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Oui. Maître Yann, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais, sur ce cas de la journaliste tout à l'heure, qui a parlé du changement de mentalité. Eh bien, le changement de mentalité, c'est un vaste programme. Tout à fait. Qui n'a strictement rien à voir, dont ce dont nous parlons là, est un pan. Mais le changement de mentalité est un vaste programme qui concerne ce qu'on appelle le développement humain. Vous ne pouvez pas changer les mentalités des gens sans faire le développement humain. Et d'ailleurs... Vous entendez quoi par là, développement humain Ce que j'entends par là, c'est que les êtres soient suffisamment cultivés. Mais pas cultivés forcément dans le sens d'être allé à l'école, ou dans le sens d'avoir des diplômes, mais avoir un niveau de compréhension suffisant pour comprendre leurs propres problèmes qui les animent, pour y trouver des solutions à leurs problèmes et pouvoir changer leur vie. C'est un programme complet de développement. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans faire le développement humain. Donc, le changement de mentalité, ça a l'air comme ça en une phrase, un groupe de mots, mais ces mots sont très importants et ont une portée très très forte quand on connaît ce que ça veut dire. Ça rentre dans le vaste programme du développement humain. Et pour l'instant, dans la Constitution, le Gabon n'a pas du tout effleuré le développement humain. D'accord, nous aurons l'occasion certainement de revenir. Nous attendons peut-être les retours de la régie sur ce qui se passe. Est-ce que nous avons été victimes peut-être d'une baisse de tension ou la SEG serait passée par là? Mais notre écran, en ce moment,
ne nous propose pas de retour. Est-ce qu'on poursuit ou on devra revenir sur ce que Maître Yann était en train de développer en tout cas développer de fort belles manières. La régie nous dit quoi? La régie, sommes-nous encore en direct? Nous sommes en direct, nous signale-t-on. Alors, merci, ça c'était pour planter le décor. Alors, au-delà effectivement de ce rôle des médias, pour bien voir si ce rôle pédagogique tout au long de cette semaine s'est plutôt bien passé, qu'est-ce que les Gabonais ont retenu sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, par rapport aux thématiques, par rapport aux questions qui fâchent? Patricia Lydie-Mollet. Eh bien, je le dirais encore depuis tout à l'heure, depuis une semaine, justement, Gabon Première, une fois le plus, a été au cœur de l'actualité avec l'organisation de cette série de plateaux spéciaux dédiés notamment à la place de la nouvelle constitution gabonaise. D'abord pédagogique, ces émissions sont ensuite devenues contradictoires du fait de confronter les artisans du oui, mais également du non. Jerry Mbungu Bivigou et Rodolphe Eyelevé reviennent sur ces questions. Chaque soir, une émission. Chaque émission, des acteurs. Une semaine durant, il s'est agi de décortiquer le projet de la nouvelle constitution gabonaise. En tant que rédacteur principal, la première mouture de cette constitution à devenir, la pédagogie a été l'œuvre du comité constitutionnel national. Les Gabonais doivent s'imprégner eux-mêmes de cette constitution. Ils doivent chercher à la lire eux-mêmes, à la comprendre. Et la démarche que vous avez entreprise et qui nous permet d'être là ce soir va dans ce sens. Il faudrait que nous donnions suffisamment de temps au président de la République pour que demain, après-demain, il n'ait plus l'excuse de dire « Ah, mais vous savez, est-ce que je peux encore faire un troisième mandat s'il en a déjà fait 2 ou bien est-ce que... » Enfin, qu'il n'ait plus la possibilité de vouloir s'éterniser au pouvoir. Je dirais que depuis le 30 août 2023, nous remarquons qu'à l'intérieur du pays, les principaux vendeurs de terrain, ce sont les expatriés. Le foncier au Gabon était déjà parti aux mains des expatriés. Des émissions dans lesquelles différents acteurs ont été associés. Le débat contradictoire qui s'en est suivi a fait naître des positions. Dans cet avant-projet de constitution, pour la première fois depuis que le Gabon est république, la société civile, dans son rôle de participation à la démocratie, est consacrée. Les traditionnels sont consacrés. Les religieux sont consacrés. Chose qui n'avait jamais été mentionnée dans aucune des constitutions, partant notamment de 91 jusqu'en 2023. Donc c'est pour dire effectivement que sur le volet du régime politique, on a beaucoup à dire, mais sur les autres aspects non politiques, il y a eu suffisamment d'évolution pour en parler. Et nous avons appris qu'il y a moins d'une dizaine qui ont voté non. Donc le principe majoritaire s'impose. C'est aussi cela la démocratie, que nous essayons de mettre en place. On les a entendus, puisqu'ils ont voté non. Mais le principe majoritaire s'impose à eux. Alors, il ne faudrait pas que nous tombions dans un jeu des politiciens. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas peut-être retenu toutes vos propositions, et encore qu'on n'est pas encore à ce stade-là. En cette période de transition, un débat démocratique, quoique certains en redemandent. L'émission spéciale concernant le référendum dans notre pays, le Gabon, était une très bonne initiative de la chaîne nationale. Donc nous voyons les efforts de la chaîne, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on ne peut pas dire que c'était une mauvaise initiative. Félicitations à tous. Donc ceux qui ont été invités ont pu donner leur avis. Donc pourquoi pas. Selon moi, il manquait juste un plateau avec peut-être différentes composantes de la société, on va dire civile. Quand je dis société civile, c'est les Gabonais lambda. Peut-être une commerçante, un étudiant, un fonctionnaire, peut-être un chef d'entreprise. Voilà, un petit panel de 10 ou 15 qui donnent leur avis.
qui donnent leur avis, donnent un peu la température. Et n'oublions pas les gens en province, ils auraient pu participer un tant soit peu. C'est avec un intérêt très prononcé que je suis cette émission depuis son lancement lundi dernier. C'est le lieu pour moi de saluer le côté pédagogique de la dite émission et surtout saluer tout le travail qui a été fait, aussi bien par le comité constitutionnel que par l'Assemblée constituante à coloration, plutôt Assemblée constituante consultative. Je ne saurais m'avancer sans pour autant déplorer le caractère un peu monocorde de l'émission, étant entendu que nous n'assistons pas ou nous n'avons pas pu assister à un débat contradictoire de spécialistes constitutionnels d'entrée de jeu pour au moins ouvrir le débat et donner à l'ensemble des Gabonais les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer le moment venu. Au sujet de la série d'émissions pédagogiques diffusées au niveau de Gabon Première, du groupe Gabon Télévision, j'ai retenu 3 grandes articulations. Et toutes ces articulations tournent autour de la transparence. La première articulation concerne effectivement la démystification de tout ce qui a été dit au sujet justement du référendum. En effet, on a constaté que les hommes politiques, notamment ceux qui sont réfractaires au projet constitutionnel, ont fait croire à la population qu'elle irait au référendum sans toutefois connaître le contenu du projet de constitution. Au terme de ces émissions, voter en connaissance de cause au référendum en vue d'une nouvelle constitution gabonaise est la chose la mieux partagée. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau. Voilà un tout petit peu ce que les Gabonais ont retenu des différents échanges, des débats. Alors, vous, en tant qu'intellectuel, Maître Yann, qu'est-ce que vous retenez finalement jusque-là autour de ceux qui auraient pu faire débat? Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a fait débat? Bon, moi, ce que je retiens, c'est que pour moi, ce qui a fait débat, c'est la Constitution elle-même. D'une manière générale, malheureusement, ceux qui sont passés à la mission ont pris le soin de nous dire le processus qui est arrivé à la Constitution. Comment ils ont fait, comment les populations ont participé, l'Assemblée constituante qui n'en est pas une, les amendements qui n'en sont pas vraiment, qui ne sont que des avis motivés. Ces avis motivés, on n'est pas sûr de les prendre en compte, c'est des choses comme ça que j'ai retenues. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce qui m'intéresse toujours, et depuis toujours, c'est l'homme, c'est le Gabonais, et c'est le pays Gabon. C'est ça qui m'intéresse. Et j'espère qu'on va prendre le temps de parler de ça ce soir. Tout le reste, au fond, c'est superfétatoire. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est, quand on fait une constitution, c'est demander pourquoi on l'a fait. La question fondamentale de toutes les personnes qui rédigent une constitution dans le monde, puisqu'il s'agit d'une nouvelle constitution, c'est de dire pourquoi nous faisons une constitution. Vous pensez qu'on ne sait pas jusque-là pourquoi on fait cette constitution? Non, mais justement, il faudra nous dire, on va voir si les gens qui étaient, le professeur Yogo était dans le panel, je pense. Non, le professeur Yogo, lui, il était participé au dialogue national. Au dialogue. Voilà. Bon, donc au comité de suivi d'évaluation. Au comité de suivi d'évaluation, voilà. Donc, pourquoi on fait une constitution? Quel problème on veut résoudre? Parce que quand on fait une nouvelle constitution, c'est qu'on a vu ce qui allait mal avant et qu'on veut résoudre. Et on le dit clairement dans le préambule. Clairement. Et donc, c'est plutôt ça qui est intéressant. Ce que les Gabonais ont retenu, bon, moi, les gens qui peuvent mieux vous dire ce que les Gabonais ont retenu, ce sont les instituts
de statistiques, de sondages, mais une personne comme moi... Vous êtes gabonaise, c'est pour ça... Oui, mais juriste. En plus, vous êtes juriste. Oui. C'est pour Juste, ça que... mais je ne peux avoir que mon opinion. Tout à fait. Je n'ai pas la possibilité de sonder les Gabonais en général pour savoir ce qu'eux, ils en pensent. D'accord. Normalement, ici, je crois qu'on a des instituts de statistiques, quelque chose. On a des instituts de sondage, donc qui peuvent apporter des éléments probants. D'accord. Vous alors, c'est essentiellement ce questionnement qu'il aurait fallu se faire ou qu'il faut se faire. Pourquoi cette nouvelle constitution? Pourquoi cette nouvelle constitution? Dans quel but elle a été faite? Et pourquoi elle a été faite? C'est la question essentielle pour tout rédacteur de la Constitution. Ça veut dire que vous n'avez pas des éléments de réponse à ce niveau? Quand je la lis, la Constitution? Non, oui, par rapport au questionnement que vous avez. Oui, mais quand je la lis, la Constitution, je suis insatisfaite. D'accord, vous êtes insatisfait. Professeur Biyogo, puisque Maître s'est adressé directement à vous, qu'est-ce que vous lui répondriez par rapport à son questionnement? Je crois que la première chose, c'est de comprendre le projet de constitution. Il me semble que la question essentielle ne soit pas tant de défendre ou de contester, comme on a eu tendance à le faire, d'abord d'élucider. C'est pour cela que nous remettons, et c'est pour ça que c'est l'épilogue de cette série d'émissions, nous nous adressons désormais aux intellectuels qui devraient davantage éclairer les Gabonais. Alors, et en troisième partie, justement, on parlera essentiellement de ce point de vue. Là, par rapport à ce qu'on aurait retenu. Absolument. Je crois que il y a des questions préjudicielles qui se sont posées et qui ont été élucidées par cette série d'émissions. La première chose, c'était d'indiquer ce qu'est une constitution, tout simplement. Ensuite, il y avait un véritable enjeu. Est-ce que la nouvelle constitution, le projet tout au moins, est-ce que ce projet qui doit être conforme ou s'inspirer de la constitution de 1991, est-ce qu'on s'assure que... Tout en tenant compte des préoccupations des Gabonais dans les 38 000 contributions. Absolument. Justement, la question essentielle, c'était celle-là. Comment peut-on réécrire un projet de constitution en dépassant tous les obstacles, toutes les inconstitutionnalités notifiées dans les constitutions précédentes? La dernière, par exemple, on a dit 9 modifications, c'est de 1900, je crois que c'est les 7 derniers septennats, 9 modifications. Alors, donc, comment peut-on réécrire en dépassant cette tentation de modifier sans cesse? À mon avis, il y a la question préjudicielle, comment dépasser ce qui est déjà là, c'est-à-dire la Constitution de 1991, comment s'assurer que la transparence électorale sera garantie, question fondamentale, et comment s'assurer que par rapport à l'équilibre des pouvoirs, il y a effectivement une séparation. Un mécanisme. Et comment aussi tenter de contrôler les instances comme le président de la République. Je pense, pour ma part, je vous le dis d'ores et déjà, que sur les 194 articles, et si je me situe dans une perspective comparatiste, c'est un projet de constitution important, en dehors de 10 textes, 10 articles qui ont été querellés et dont je parlerai ce soir pour montrer qu'il faut relativiser les objections qui ont été faites et qu'il faut lire ce nouveau projet par rapport au contexte socio-politique, au contexte historique du Gabon, et on verra que certaines angoisses, certaines inquiétudes ont lieu d'être relativisées lorsqu'on intègre ça par rapport à la réalité du Gabon.
pour ce dernier aspect, on verra ça en dernière partie. Très bien. Monsieur René. Peut-être, je reviendrai peut-être vers Maître Oyan, Oui. sauf si vous retortez. Je rajoute à ce qu'a dit le professeur Biyogwen, c'est qu'une constitution est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de très important. Donc, ça doit concerner tous les aspects qu'il a dit là, mais ça doit aussi concerner l'avenir. Bien sûr. Est-ce que cette constitution peut permettre au Gabon de prendre en compte et de faire face aux enjeux à venir, qui commencent maintenant, qui sont déjà là? Nous avons ce que je pourrais appeler l'ordre ancien, avec un nouvel ordre mondial qui se met en place. Est-ce que la Constitution telle qu'elle est là, parce que ça c'est des vraies réflexions qu'on doit faire quand on écrit la Constitution, est-ce que cette Constitution peut tenir compte de ces enjeux, peut résister à ces enjeux? Mais quand vous parlez des enjeux, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quels enjeux? De quels ordre les enjeux? Vous savez très bien qu'il y a les BRICS qui se naissent. Vous savez très bien qu'il y a le rôle de l'ONU qui est mis en cause. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en cause. Mais est-ce que cette Constitution peut faire face à tout cela? Parce qu'on ne va pas seulement faire une Constitution en disant, nous dans le pays, on a vu ça. Non, on fait une Constitution pour l'avenir. Vous pensez qu'on n'a pas tenu compte, que les rédacteurs n'ont pas tenu compte de cela? Je ne dis pas que les rédacteurs n'ont pas tenu compte de cela. On est en train de se questionner, définir effectivement, oui. ce que doit comporter une constitution. Ou dans quel esprit, quel état d'esprit. Voilà. Et une constitution doit être un pare-choc. C'est-à-dire que la vague vient, pack, et la constitution accuse le choc. Tout à fait. Et fait reculer la vague. Et le pays reste en sécurité. Alors, est-ce que cette constitution peut jouer ce rôle? Maître Yann, justement, parlons de certains articles, je les citerai pêle-mêle, par exemple, le droit d'accès permanent à l'Internet, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, la protection par l'État des Gabonais résidant, par exemple, à l'étranger, le droit exclusif au titre foncier aux personnes de nationalité gabonaise. Est-ce que vous pensez, justement, que ces dispositions ne permettent pas, justement, déjà aux Gabonais de jouir de certains de leurs droits? C'est pas par là qu'il faudrait commencer. Il faudrait commencer, par exemple, sur les droits et libertés fondamentaux. L'article 1er dit « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. » Vous avez... Je peux recommencer? Je vous en prie, allez-y. Voilà. Vous avez compris la portée de cet article? Non, expliquez-nous-le, madame. Eh bien, c'est insuffisant. Parce que la République gabonaise reconnaît et garantit. Ça ne veut rien dire. Parce que au bas de l'échelle des droits de l'homme, il y a la reconnaissance. Et d'abord, il y a la promotion, qui est le bas de l'échelle. Il y a la reconnaissance, il y a la garantie. Tant qu'on n'a fait que ça, on n'a rien fait. L'importance commence quand l'État protège, respecte et fait respecter les droits fondamentaux. Donc, l'article là aurait gagné à dire le droit gabonais, la République gabonaise reconnaît et garantit les droits, les protège et les fait respecter et les respecte. Et ce serait votre contribution justement à cet article. Parce que tel que c'est là, le Gabonais ne peut rien faire. Mais même si après, on va voir la redevabilité, on va voir... Mais vous ne pouvez pas arriver à la redevabilité si vous n'avez pas déjà protégé. Il faut d'abord protéger. Vous voyez? Donc, il ne faut pas aller commencer à la page 7, à la page 6. Il faut commencer vraiment au premier article pour qu'on voit comment la Constitution, à mon avis, n'est pas allée assez loin et n'est pas assez solide pour jouer les paravents
C'est pour ça que nous parlions de processus. Pour jouer les paratonnerres. Parce que quand le paratonnerre vient et il frappe, ce qui vous protège, c'est le respect de vos droits. C'est que l'État lui-même les fait respecter, les respecte et les protège. Mais les garantit et les reconnaît, ça ne veut rien dire. C'est pour cela que nous parlons justement de processus, qui fait que nous n'en sommes qu'au projet. C'est bien cela. Absolument. Et Bien. Monsieur Renombo, à la Alors, suite. vous savez, on pourra voter toutes les lois qu'on veut. Si les mentalités ne suivent pas, elles ne vaudront absolument rien. C'est ce que Maître Yann veut dire. Mais s'agissant de la question que vous avez posée, de savoir comment est-ce que les Gabonais, n'est-ce pas, ont vécu, finalement, ont interprété. Et que retenir, finalement, et que retenir. terme D'abord, je ne pourrais pas parler à la place des Gabonais, mais je suis moi-même une émanation du peuple. Exactement. N'est-ce pas? Il faut dire que, d'abord, la question du régime présidentiel a suscité de nombreux débats et a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des Gabonais qui ne savaient même pas ce qu'était un régime politique. Tout à fait. Et qui, pour la première fois, ont entendu parler de régime politique. De nombreux Gabonais ne savaient même pas qu'à l'époque, nous étions dans un régime semi-présidentiel, n'est-ce pas? Et donc, ils ont voulu comprendre ce que c'est un régime présidentiel. Bien entendu, politique oblige, ça a tiré dans tous les sens. Donc, on a instrumentalisé la fonction présidentielle ou le régime présidentiel, faisant croire qu'il y avait là une tentative d'accaparer tous les pouvoirs. Non. Il est vrai qu'en droit, je crois que tout le monde peut être d'accord dessus, pour écrire ou pour fabriquer un régime, il faut respecter d'abord deux principes. Le principe de la séparation, c'était dit ici, et le principe de l'équilibre. Il peut y avoir séparation sans équilibre. Absolument. Il peut y avoir séparation sans équilibre parce que l'équilibre des pouvoirs, ce sont les mécanismes qui sont mis en place de façon, et je cite Montesquieu, de façon que par la nature des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc si effectivement il y a un pouvoir qui devient exorbitant, n'est-ce pas, il faudrait que les autres pouvoirs se mettent ensemble de façon à le rééquilibrer. Donc question, est-ce que cette constitution nous garantit un équilibre des pouvoirs? Est-ce que ce régime présidentiel est un régime équilibré? On peut regarder, ça a fait couler beaucoup d'encre. Effectivement. On a vu dans le projet de constitution que dorénavant, les députés pourront destituer le président de la République. Donc il y a les mécanismes de contre-pouvoir. On a vu également que le président de la République pourra dissoudre l'Assemblée. Après consultation. Exactement. Je voudrais dire une chose, s'agissant du régime présidentiel. Je pense que tous les régimes sont bons, à condition de respecter les grands principes. Bon, prenez les États-Unis, parce qu'il y a eu également un débat sur les relations entre le régime présidentiel et le pouvoir judiciaire. Tout à fait. Mais regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, le président américain nomme les juges fédéraux. Est-ce qu'on peut dire, malgré le fait que ce soit un régime présidentiel, que c'est une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire? Non. Aux États-Unis, le président de la République nomme, n'est-ce pas, les juges de la Cour suprême. Ici, il y a eu un débat, n'est-ce pas, où on a instrumentalisé le débat politique pour dire que si on ne nomme pas les juges, ça veut dire qu'on veut s'accaparer le pouvoir. On a cité les États-Unis comme exemple. Non, je vais plus loin. Aux États-Unis, le président de la République nomme non seulement le président du FBI, mais il nomme également le procureur de la République qui fait un peu office de ministre de la Justice. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une immixtion là, n'est-ce pas, due au fait du régime dans le judiciaire? Non. Est-ce que cette émission est justement rendue impossible parce que derrière il y a des mécanismes? Voilà. Donc c'est ce que nous disons. Donc il y a eu une mauvaise compréhension du régime présidentiel et il faut expliquer que le régime présidentiel, chaque pays, n'est-ce pas, écrit son régime présidentiel en fonction de son histoire. Absolument. Bon, il y a eu également des débats sur... les conditions d'éligibilité. Je vais y arriver, ça, soyez-en certains. Mais sur la question de la disparition du poste de Premier ministre, n'est-ce pas? Tout à fait. Remplacé, le on va le dire comme ça, par un président, par un vice-président du gouvernement. Mais je ne sais pas pourquoi ça choque les gens. Parce que chacun sait que dans un régime présidentiel,
il n'y a plus de Premier ministre, puisque la plénitude du pouvoir exécutif est assurée par le président de la République. C'est vrai, dans la Constitution de 1991, le Premier ministre partageait le pouvoir exécutif avec le président de la République. Mais à partir du moment où nous basculons dans un régime présidentiel, si, dans notre construction de notre régime présidentiel, on veut fabriquer un vice-président chargé de coordonner l'action gouvernementale, mais en quoi ça gêne? Mais on dit qu'il y a concentration des pouvoirs. J'arrive. Il y a toujours une différence. C'est que là, le Premier ministre n'a plus de pouvoir réglementaire. Il n'a plus de pouvoir réglementaire. Le président de la République, dans un régime présidentiel, a la plénitude du pouvoir exécutif. C'est vrai, on peut faire des commentaires. Ça voudrait dire, par exemple, que tous les dossiers seront obligés d'arriver à la table du président. Lui seul aura la signature. Alors que dans la Constitution de 1991, n'est-ce pas, certaines tâches réglementaires étaient dévolues, n'est-ce pas, au Premier ministre. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on veut fabriquer un Premier ministre, en guillemets, et qu'on lui donne un autre nom, et qu'on lui a retiré le pouvoir réglementaire, je ne vois pas en quoi ça pose problème. Donc, je voudrais dire que, et on l'a dit ici, la Constitution, c'est le contrat social entre l'État, on l'a vu en philosophie avec Rousseau, n'est-ce pas, on sort de l'état de nature, et c'est le contrat social qui fait en sorte qu'on reconnaisse le pouvoir, la légitimité de quelqu'un. Ensuite, s'agissant de l'article 53, permettez-moi, vous savez, je suis arrivé en Côte d'Ivoire... L'article 53, les conditions d'éligibilité. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire à la fin des années 90. Je considère que le président de la transition fait un travail qui est acceptable, n'est-ce pas, un travail considérable. Je considère que le président de la transition, qui est de ma génération, doit être le trait d'union, n'est-ce pas, entre l'ancien monde, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, et le nouveau monde. Permettez-moi aussi, n'est-ce pas, de faire une citation biblique, puisque nous sommes un pays laïque, mais permettez-moi de revendiquer votre appartenance. Mon appartenance chrétienne. Voilà ce que dit Jésus-Christ, mon maître. Il dit ceci, il dit, on ne met pas le vin nouveau dans les outres anciennes. Si on met le vin nouveau dans les outres anciennes, elles éclatent et le vin est perdu. Fin de citation. Le vin nouveau, c'est la transition. Les autres anciennes, ce sont les anciennes mentalités. Par exemple, la mentalité kunabéliste, qui consiste à dire oui, 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 oui et oui, même lorsque c'est induit le chef en erreur. Et il faut avoir le courage, je dis, lorsque le président vous appelle à ses côtés, il faut avoir le courage de dire au président, là c'est bon, là c'est pas bon. Si vous me permettez, rapidement une anecdote. Rapidement. Je pense qu'il doit nous suivre à la télévision, un de nos aînés, qui est toujours en vie, qui m'a raconté, à l'époque où il était au gouvernement, qu'un jour le président Omar Bongo les amène en Arabie Saoudite. Sur place, il leur dit qu'il est arrivé là-bas pour se faire musulman. Et que ceux qui veulent le suivre, il demande justement à ses collaborateurs de le suivre. Le groupe se divise en deux. Certains le suivent, d'autres non. Lorsqu'ils reviennent au pays, il appelle certains en disant « je comptais sur toi pour me suivre ». Et l'une des personnalités qui était au gouvernement à l'époque a répondu au président Bongo ceci. Il lui a dit « Monsieur le Président, si je vous avais suivi, cela aurait été vis-à-vis de vous ma première trahison. Lorsque vous êtes à côté du chef, si vous considérez vos propres intérêts avant les intérêts du peuple et avant les intérêts même du président, il faut conseiller, parce que comme dit Jean-Paul Sartre, lorsque vous choisissez un conseiller, vous choisissez aussi le type de conseil que vous voulez qu'on vous donne, n'est-ce pas? Donc le président incarne aujourd'hui, avec d'autres, le vin nouveau. Il ne faut pas les mettre dans les autres anciennes. Et s'agissant, je ne sais pas si on reviendra sur l'article 53. Bien sûr. Voilà. Donc, je peux enchaîner, ou bien s'agissant de l'article 53 voilà. Mais on donnera peut-être la parole à M. Jueyi, qui depuis tout à l'heure la réclame. Que retenir? Qu'est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, juriste en plus, vous avez retenu déjà des différents échanges qu'il y a eu jusque-là? Autour des polémiques, bien sûr. Bon, autour des polémiques, moi, lorsque je regarde les échanges qui ont polémiqué autour de cet avant-projet de constitution, parce qu'il faut bien qu'on fasse la distinction. Tantôt on parle de constitution, tantôt on parle de... Il faut qu'on dise à la population
qu'on parle ici d'avant-projet de constitution. Ça, c'est Bien de sûr. 1. Et de 2, cet avant-projet n'émane pas du président de la transition. Il faut qu'on le martèle, parce que nous sommes là pour faire œuvre de pédagogie. Cet avant-projet n'émane pas, ce n'est pas la volonté du président de la transition. Cet avant-projet est l'émanation de la population qui est allée participer au dialogue national. Tout à l'heure, Maître Yann nous a dit qu'elle elle avait comme l'impression que cet avant-projet ne prenait pas en considération ou en compte, si je me trompe, tout et tout, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on voulait mettre exactement dans ce tout-là. Mais moi, je pense, à mon humble avis, lorsque je regarde cet avant-projet, pour l'avoir lu complètement, je peux dire quand même sans risque de me tromper que tous les pans de la société sont pris en compte à l'intérieur. Parce que malheureusement, ce qu'on a, et ce qui a soulevé le débat, c'est justement parce que les gens n'ont pas pris la peine de lire en profondeur cet avant-projet. Je dis bien de lire en profondeur cet avant-projet. Maître Yann, je l'ai lu en profondeur. Je vous ai dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. L'être humain. Si on n'investit pas sur l'humain, si on ne développe pas l'humain, on ne fait que de la politique, on retombe sur les mêmes travers. Ça fait 64 ans que les Gabonais ne font que la politique. Ça a amené le Gabon où? J'aurais souhaité, et heureusement qu'il a dit que c'est un avant-projet, eh bien, ça serait bien que dans le projet définitif, on tienne compte de l'humain. D'accord, Maître Yann. Mais on a bien compris. De ses droits. Parce qu'on peut construire. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis du Wellington. À un moment donné, il y a quelques dizaines d'années, quinzaine d'années, il y avait une belle route qui partait de l'Alara jusqu'à au Cameroun. Cette belle route, on l'avait. Est-ce que ça donnait le développement au Gabon? Ne serait-ce qu'au Wellington? Non. Pourquoi? Parce que l'être humain ne s'était pas approprié de ça. Parce que l'être humain n'a pas su quoi faire avec. Donc, chacun d'entre nous a ses points de sensibilité. Tout à fait. Des gens, les institutions, les autres sociétés. Mon point de sensibilité à moi est le Gabon en tant que pays et les Gabonais en tant que les humains vivant dans ce pays. Et je dis qu'il faut développer l'être humain. L'être humain. Il faut que l'être humain soit capable. On développe l'être humain comment? Vous le regardez dans son environnement. S'il est prêt à utiliser son environnement, s'il sait comment utiliser son environnement, s'il sait comment s'en sortir avec son environnement de vie, c'est un être humain développé. Alors, Maître Yann, peut-être une question, avant une disposition. Cette question, Patricia, justement, par rapport à votre intervention, à votre préoccupation, justement, de développer l'être humain, on sait, on vous suit, et effectivement, dans vos propos, il y a une de vos interventions, certains de vos propos qui ont marqué la conscience collective. Vous parliez souvent, ou à une certaine époque, de l'impossibilité, vous vous en souvenez, de l'éventualité d'une alternance. Vous parlez d'impossibilité, même de l'éventualité d'une alternance. Oui. Êtes-vous à ce stade, toujours, dans ce même état d'esprit, à l'heure actuelle? Je ne vois pas là-dessus. Là, parce que moi, je l'ai lu, la Constitution, contrairement à ce que dit mon collègue. J'ai bien lu la Constitution. Je ne vois pas ce qui peut faire croire qu'il y aurait alternance. Parce qu'encore une fois, c'est une question de... Si vous ne respectez pas vos propres lois, le problème est dans le respect de ce qu'on écrit soi-même. Qu'est-ce que vous aurez aimé, justement, en tant que juriste, déjà, dans le document, dans le préambule, qu'est-ce que vous aurez aimé qui est comme disposition pour que ce que vous voulez vraiment faire ressortir ait justement sa place au-dedans de cet avant-projet, justement? En sachant que le nombre de mandats, par exemple, a été limité à 2. Oui, mais ça, c'est rien. Le nombre de mandats a été limité à 2. Il était déjà limité à 2 aussi.
Moi, je parle de cette disposition que vous voulez également. La disposition. À un moment donné, il avait été limité. Dans la Constitution de 1990. Voilà, il avait été limité. 5 ans, renouvelable une seule fois. Et puis, c'est passé à 7 ans, non renouvelable. Donc, là n'est pas le problème. Le problème est que quand les êtres humains, on les éduque, on les soigne, enfin, on appelle ça assaigne. Soigner ne veut pas dire que soigner un malade, mais soigner dans la tête. Corriger. Voilà. Quand on les met à niveau de comprendre, de s'approprier des choses, eh bien, ces êtres humains-là vont vous obliger à respecter votre propre parole. D'accord. Donc, tout commence par l'humain. Alors, et cette disposition, s'il vous plaît, Martial, cette disposition pour vous, elle aurait été à quel niveau et qu'est-ce qu'on aurait pu y mettre? Elle aurait été au niveau où l'on respecte, où l'on protège, où l'on fait respecter les droits fondamentaux, tous les droits fondamentaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux. Une obligation pour vous? Alors, non seulement une obligation, mais une obligation pour l'État. Et un droit pour moi. D'accord. Professeur Biyogo. Oui, je vais pouvoir intervenir succinctement sur cette question. Je pense que le projet de constitution actuel règle le problème de la limitation des mandats. C'est important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elles étaient limitées, puis délimitées, et là, on relimite. Oui, avec une constitution qui a été touchée à maintes reprises. Oui, ensuite, il y a quelque chose qui répond à la préoccupation de Maître Yann. La violation de la Constitution est tributaire d'une condamnation et assez sévère parce qu'elle est considérée comme une haute trahison. Donc, on a un élément majeur qui permet absolument de corriger. Vous parlez de la nécessité d'intégrer le principe correctif. Et là, c'est intégré et c'est majeur au niveau du projet de constitution. Il y a même, on peut ajouter, parce qu'il y a le fait que... L'intangibilité. Dans pardon? L'intangibilité. Oui, l'intangibilité, au sens où c'est garanti de manière définitive. À partir de ce moment, je comprends bien l'enjeu essentiel, garantir la transparence, garantir le changement. Or, très précisément, la querelle qui a eu lieu entre le septennat ou le quinquennat, pour moi, ce ne sont pas des questions essentielles. Elles sont accessoires parce que c'est question d'école. On peut choisir 7 ans, comme on peut choisir 5 ans. Les deux écoles se valent en droit constitutionnel. La France va choisir par exemple telle et une autre république va choisir telle durée. La question essentielle pour moi, c'est d'établir que le souci qui est le nôtre et qui est celui de Maître Yann, de garantir l'alternance, est réglé par le projet de constitution que nous avons ici. C'est définitivement réglé. Bien. Et justement, pour revenir justement à l'intangibilité, article 188 nous dit ne peuvent faire l'objet d'aucune révision la forme républicaine et décentralisée de l'État. Alors que plus haut, dans je ne sais pas trop quel article, plus haut, on nous a dit que l'État était un État centralisé. Là, tout d'un coup, on nous parle de la forme décentralisée de l'État. Non, on parle de la forme unitaire de l'État. Et centralisée. Oui, la forme unitaire de l'État, c'est pour dire que nous ne sommes pas une confédération ou bien une fédération. Nous sommes bien un État unitaire, n'est-ce pas? Et dans un État centralisé. Oui, parce qu'un État peut être unitaire et décentralisé. C'est la décentralisation. Mais là, mais on ne l'a pas dit plus haut. C'est une spécification, simplement. Voilà. Bon, donc, on nous dit le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation des pouvoirs, le nombre et la durée des mandats présidentiels,
le mot de l'élection universelle directe du président de la République, la définition du mariage comme une union entre un homme et une femme. Dieu merci. Contrairement à vous, si vous me permettez, très respectueusement, Maître, je voudrais justement rebondir sur l'article 25 du projet de constitution, sur justement sur le mariage. Il est dit dans cette disposition que le mariage en République gabonaise concerne les sexes opposés. Je ne cite pas in extenso, hein, bien entendu. L'esprit, c'est voilà, l'esprit. c'est l'esprit. De mon humble avis, je trouve qu'il y a problème. Nous sommes quasiment de plein pied dans la troisième partie, effectivement. Voilà, je trouve qu'il y a problème, puisque la lecture des intellectuels. Maître Yann parlait de l'humain. Allez-y. Je considère que, je vais citer un peu quelques dispositions. Je considère qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dire que le mariage concerne des personnes de sexe opposé, c'est incomplet. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, vous avez le phénomène... Vous pensez au transgenre? Le transgenre. Alors, supposez que Monsieur X va changer de sexe et qu'il revient et il s'appelle Madame. Et Monsieur X, dorénavant Madame, contracte mariage avec Monsieur Y. Nous serons bien en face, n'est-ce pas, de deux personnes de sexe opposé. Est-ce que ce n'est pas encore dans nos réalités ou nos us et coutumes? Est-ce que tout peut être contenu dans la Constitution? Est-ce que la Constitution ne pose pas les bases? Et puis, après, la justice, les lois, le Parlement fait le reste. Permettez-moi respectueusement. Vous avez invité des juristes. Tout à fait. Je n'aime pas trop l'expression intellectuelle pour faire voilà. Moi non plus. Elle a dit, Maître Yann. Vous avez mais que vous le vouliez ou pas, vous êtes des intellectuels, oui ou non? Qui réfléchissent, voilà, des experts. Permettez-moi simplement de terminer. La loi ne vaut que pour l'avenir. La loi ne vaut que pour l'avenir. Exact. Et nous sommes ici en train de discuter de normes constitutionnelles, c'est-à-dire les normes les plus élevées. Donc, c'est pour cela qu'on dit en droit que lorsqu'un texte n'est pas clair, c'est un mauvais texte. Donc, je pense humblement qu'il aurait fallu à nos amis qui ont travaillé d'arrache-pied dans le comité de carrément reprendre un homme et une femme. Voilà, un homme et une femme, et ajouter peut-être un adjectif pour dire... Mais lorsqu'on dit un homme et une femme, si non, genre... Aujourd'hui, le monde a évolué. Aujourd'hui, le monde a évolué. Si quelqu'un change de sexe, puisque l'identité sexuelle, le genre se définit par le sexe. Donc, si quelqu'un change de sexe, ben, c'est un homme ou c'est une femme. Et s'il contracte mariage en République gabonaise, au regard de l'article 25 de la Constitution, on ne pourra pas attaquer ce mariage parce que nous serons bien en présence de deux sexes opposés. Mais vous êtes bel et bien, depuis là, et je pense que tout le plateau en conviendra, vous êtes bel et bien dans l'enrichissement finalement de ce projet qui n'est qu'un avant-projet. Et puis, monsieur Renombo, déjà dans nos us et coutumes, ce n'est pas la réalité aussi au Gabon. Ce n'est pas aussi la réalité au Gabon. Il faut relativiser parce que c'est une projection, c'est intéressant à et titre de projection. Imaginez, en droit, il y a toujours le contentieux. Il y a le contentieux. La Constitution dit des personnes de sexe opposé. Ce sont des personnes de sexe opposé. Il existe une maxime juridique qui dit ceci: il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est une maxime de droit. C'est vrai. Donc, si on a deux sexes opposés, on a deux sexes opposés. Il faut, n'est-ce pas, il faut introduire dans cette disposition le distinguo, ou bien une précision pour expliquer que quand on dit homme et femme, ce sont des personnes qui sont nées hommes et femmes. Monsieur Renombo, on comprend. Alors, on comprend bel et bien votre préoccupation. Est-ce que cette constitution va servir de paratonnerre? Quand le tonnerre vient, il frappe et la constitution repousse. Je vous ai dit ça dès le début. Alors, je n'ai même pas fini. Heureusement, madame, on va revenir dessus. Il faut juste qu'on avance. Non, je veux juste finir ce que je voulais démontrer sur les intangibilités. Parce que ça n'en est même pas, contrairement à ce qu'on croit. Donc, la durée et le nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle, les dispositions des articles 87 ci-dessus et 92 ci-dessous. On ne dit pas, parce qu'en droit, la façon dont les choses sont écrites, tout est là-dedans. On ne dit pas les dispositions des articles 187 et des articles 187 à 192. Vous comprenez? Ce qui fait que l'article 88, là, on peut le changer. Il ne rentre pas dans les intangibilités.
Ce qui fait que l'article 88, on peut le changer. Il ne rentre pas dans les intangibilités. Ce qui fait que l'article 190, on peut le changer. Les seuls articles qui rentrent dans les intangibilités, c'est 187 et 192. Si on avait voulu vraiment faire l'intangibilité, on aurait écrit les dispositions des articles. Si on avait voulu, Maître Yann, ou bien tard, pour qu'il y ait c'est encore un véritablement... avant-projet, c'est encore un avant-projet. Tout est possible. Vous avez appelé pour tout à fait, discuter. Pour les contributions, mais... Oui, c'est une contribution. Vous êtes là dans les contributions. Et je vous analyse ça pour vous dire... Tout à fait. Que les dispositions 188 et 192, ça veut dire 2 dispositions seulement. Tout à fait. En droit, quand on veut être clair, on dit les dispositions 187 à 192. Très bien. Est-ce que vous comprenez? On a compris, Maître Yann. Merci beaucoup pour cette contribution. Et justement, cette contribution qui va dans le sens du reportage qui va arriver. Vous n'aimez pas, certes, les intellectuels, mais les juristes font partie, vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, vous êtes, aux yeux de la population, des intellectuels. Allez, la Donc, place du coup, des intellectuels... Il n'y a pas vraiment d'intangibilité. La place des intellectuels, Patricia Lili-Moulin, on va poursuivre, et c'est la dernière partie. C'est le dernier reportage également. Le débat, toujours autour de l'avant-projet constitutionnel, a donc rassemblé toutes les composantes. Vous les avez vues sur les différents plateaux de ce programme. Se sont donc évertués à orienter les Gabonais par des explications parfois scientifiques, mais également accessibles au grand public. Quelle est donc l'avis des Gabonais lambda, notamment sur cette situation? Écoutons Rodolphe Mukambi Boma, qui a d'ailleurs rejoint quelques personnes, sinon quelques compatriotes au téléphone. Ils étaient nombreux, ces universitaires qui se sont succédés sur notre plateau depuis le lundi 30 septembre 2024 pour apporter leur éclairage autour de l'avant-projet de la Constitution qui alimente les débats en ce moment. Certains d'entre eux avaient un regard critique dans leur argumentation. Tout tourne autour du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Parce que l'homme... répondu à ma question, les caractéristiques d'une bonne constitution. Mais les caractéristiques d'une bonne constitution visent d'abord à l'équilibre des pouvoirs, qui se traduit par la séparation des pouvoirs. Comme notre univers est constitué, parce que vous avez 3 forces, ça je vais vous le dire, qui assurent cet équilibre, et chaque force est distincte. C'est les forces électromagnétiques, les forces gravitationnelles et les forces nucléaires. Et c'est comme ça. Nous avons 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir l'exécutif. Il faut assurer l'équilibre parce que trop de pouvoir tue le pouvoir. D'autres, par contre, c'est plus de pédagogie en tant que rédacteur du dit projet, surtout que le débat est déjà dans la rue, propagé par les politiques. Il est reproché à l'avant-projet d'avoir consacré l'expression suprême. D'ailleurs, le chef de l'État, le futur président dans cette constitution, serait le chef suprême. Présenté comme ça, naturellement, ça peut heurter un peu les populations. On dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont fabriqué un monstre, vu ce stand. Mais, et lorsqu'il chute, il dit, dans ce cas, il faut repartir à la constitution de 91, qui est réputée être la meilleure. Sauf que ce n'est pas vrai. Lorsque vous prenez l'avant-projet, il dit ceci: le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Pas de tous les pouvoirs, du pouvoir exécutif. Normal. L'on rentre dans un système sorti du dialogue où on nous dit il nous faut un régime présidentiel. On reviendra sur les régimes tout à l'heure. Mais un régime présidentiel implique que l'exécutif n'est qu'un seul chef. Mais c'est dans 91, article 8 de la Constitution de 1991, dont on nous demande d'aller prendre pour surseoir celle-là, au motif que celle-là serait en train de consacrer suprême. Mais c'est dans l'article 8 de la Constitution actuelle de 1991 où il est écrit « Le président est détenteur suprême du pouvoir exécutif ». Ces explications et cet accompagnement des universitaires a permis, selon certains usagers, d'avoir la bonne information utile à la prise de décision. On a compris que les politiques sont en train de refaire le même jeu. Ils sont en train de désorienter les populations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'il n'y avait pas un problème. Mais il y a quelques semaines, les Gabonais pensaient qu'il y avait un souci. Les Gabonais ne savaient même pas que le préambule prenait en compte tous les Gabonais du Gabon.
Prenez en compte la société civile. Même certains acteurs de la société civile qui critiquent là, ils ne savent même pas qu'aujourd'hui la société civile est reconnue. Même ces opposants qui critiquent là, qui se disent opposants là, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, dans le projet de constitution que nous avons aujourd'hui, le statut de l'opposition est là. Avant, il n'y avait pas ça. Ils sont encore attendus sur l'espace public pour en faire davantage, s'exclament certains Gabonais. Que les intellectuels ont été d'un apport inestimable dans la compréhension d'un certain nombre de notions et de concepts consignés dans cette constitution. Oui, il était important que les intellectuels se saisissent de ce débat parce que la Constitution, au-delà de son caractère juridique, est un document de portée scientifique et très technique. Donc il était important que des personnes outillées se saisissent du débat pour pouvoir débattre non seulement entre eux, expliquer, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de comprendre de quoi il ressort. Donc je salue justement l'apport pédagogique de ces intellectuels, même si au-delà certains sont restés parfois académiques, et donc n'ont pas permis la compréhension d'un certain nombre de notions. Il est important qu'au-delà du débat des postures, le caractère pédagogique du débat l'emporte, parce qu'il est important que les Gabonais, dans leur entièreté, sachent de quoi il ressort. Au moment où le Gabon prend un tournant décisif de son histoire politique, l'implication au débat de ces intellectuels est très attendue pour aider à la prise de décision du citoyen sur la naissance de la nouvelle République. Voilà, avec nous sur ce plateau, une autre catégorie d'intellectuels. Monsieur Renaud, vous voulez réagir tout de suite oui, par rapport justement au regard à la lecture. Le débat était très animé tout à l'heure et donc du coup je n'ai pas pu développer ma pensée, mais il était question également pour moi de saluer l'inscription dans le projet de constitution de l'affirmation, n'est-ce pas, de l'État d'œuvrer à une politique nataliste. Je voulais quand même en parler parce que il existe aujourd'hui un phénomène dans notre pays, je crois que vous serez d'accord avec moi, le taux de stérilité a étrangement augmenté dans notre pays. Aujourd'hui, dans ce projet de constitution, l'État affirme devrait mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes pour accroître les naissances dans notre pays, ce qui suppose bien entendu faire baisser les décès, notamment au niveau de la mortalité infantile. Donc là aussi, voici une disposition, je pense, qui peut permettre aux femmes demain de saisir le juge et même d'interpeller le président de la République pour lui dire on veut dorénavant 6 mois de congé de maternité. Et nous aussi, les papas, il nous faut aussi le congé de paternité. Par exemple. Il faut, n'est-ce pas, sur la base de cette disposition, n'est-ce pas, que les allocations, n'est-ce pas, soient revalorisées. Il faut, pour une véritable politique de natalité, que les familles nombreuses puissent percevoir quelque chose. Bref, avec cette disposition, il y a des choses à faire. Je voudrais continuer, si vous me permettez, pour dire, on l'a dit dans le préambule... Vous parlez des conditions d'éligibilité aussi. Oui, oui, je vais en parler. On l'a dit dans le préambule de la Constitution, on l'a dit que, dorénavant, la République, la nation gabonaise, affirme son attachement à nos valeurs traditionnelles et aux ancêtres. Or, je constate pour le déplorer, puisqu'il est écrit dans le même projet de constitution, dans l'article 18, que, je ne cite pas in extenso, l'État doit aider les parents dans l'éducation des enfants. Article 18 du projet de constitution. Or, je constate pour le déplorer que nous affirmons notre attachement à nos valeurs traditionnelles, aux ancêtres, mais aujourd'hui, dans les programmes de télévision, on ne peut plus regarder un dessin animé, un film avec son enfant. Il y a, n'est-ce pas, des séquences homosexuelles toutes les 2 minutes, et je me demande que fait la HAC. Parce qu'aujourd'hui, sur le fondement de telles dispositions, si ce projet effectivement passe tel quel, nous serions en droit de saisir... Dans les films, vous parlez de sur quelle chaîne? Les chaînes étrangères, je suppose, c'est ça? En tout cas, je parle de films. Avec la mondialisation, voilà, les paraboles... Mais toujours est-il que ce soit sur des chaînes étrangères, c'est diffusé ici. Et ici... Ah non, pas sur ici, Gabon Télévision. Non, là je m'inscris en faux. Non, je ne dis pas Gabon Télévision, diffusé au Gabon, sur les chaînes étrangères, sur d'autres bouquets. Est-ce que là également, il n'y a pas une action à faire dans d'autres pays? On l'a vu, je ne veux pas... Voilà, il y a des images qui ont été censurées. Je pense que là aussi, on peut interpeller la HAC sur la base de cette disposition. Maintenant, je voudrais terminer avec l'article 53. Rapidement, il nous reste quoi? Oui, je pense, vraiment dans une grande humilité. La pierre d'achoppement pour moi, c'est l'article 53.
J'ai entendu, et je voudrais profiter de votre micro ici, je dois le dire, pour dénoncer des propos moyenâgeux, n'est-ce pas? J'ai entendu des compatriotes dire qu'un Gabonais né d'un parent étranger est un Gabonais anormal. Vous savez, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Les compatriotes le dire? Oui. J'ai entendu Pas sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, une compatriote dire qu'un Gabonais, 50%, mais ça c'est une compatriote et c'est pas sur notre antenne, il faut en parler parce que ça touche l'article 53. D'accord. Je vous rappelle que notre hymne national commence par unis dans la concorde et la fraternité. Il faut le dire, vous nous avez demandé comment on ressent les choses, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous allez dire quoi à un enfant qui a une mère ivoirienne, par exemple, et un père gabonais? Vous allez lui dire que comme il est 50%, il est demi-gabonais? Vous allez lui dire que c'est un Gabonais anormal, comme cette compatriote a pu le dire? Est-ce que c'est ce que la Constitution actuelle dit? Ce que je dis, moi, s'agissant de l'article 53, je pense que, s'agissant des conditions d'éligibilité, il est vrai que le Gabon sort d'une période où nous avons été blessés, mais je considère que tous les Gabonais, les 100% et les 50%, devraient pouvoir être éligibles à la fonction présidentielle. Alors, là, vous ramenez un débat qui a déjà eu lieu ici avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Nous, ce qu'on attend des intellectuels, des juristes, c'est un peu votre acception, votre vision, notamment sur la Nouvelle République. Mais c'est de ça que je parle, justement. Puisque... Alors, concluez vraiment très rapidement, on va donner la parole à... Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Vous avez des compatriotes aujourd'hui, nous entendons ça dans les quartiers, qui se demandent, et ce ne sont pas des questionnements qui existaient avant, qui se demandent, demain, s'il y a un concours, demain, si une banque demande que les Gabonais apportent des dossiers, est-ce qu'ils seront traités équitablement comme les autres? Vraiment, je ne suis pas le défendeur de cela, mais je ne sais pas si c'est le débat, parce qu'on parlait de Gabonais de père et de mère, voilà. Gabonais de père et de mère. On parle du fauteuil présidentiel, on ne parle pas des bourses, on ne parle pas des considérations autres. Toujours on parle du fauteuil présidentiel. Est-il alors que c'est de l'exclusion? Voilà. Monsieur Grégoire, oui, professeur Grégoire Biot. Sur la question... La Nouvelle République, un tout petit peu. Est-ce qu'on peut aborder ou bien vous voulez réagir peut-être d'abord? Allez-y. Oui, sur la question, dire que nous sommes d'accord que le principe d'unicité et d'indivisibilité échoit à la République et aux citoyens. Je ne discute pas ça, je crois que c'est formel. On est d'accord dessus. Mais les restrictions qui ont été faites sont encore une fois liées au contexte. Et ça peut effectivement paraître punitif, arbitraire. La question est d'entendre le contexte réel. Par exemple, il y a eu des abus dans la réinterprétation du projet. Le projet ne dit pas que les binationaux, par exemple, ne peuvent pas candidater, puisqu'il prescrit qu'il faut simplement renoncer à l'autre nationalité. Mais partout ailleurs, on fait croire que, alors que ce n'est pas ce que le projet dit. Deuxièmement, au sujet de ce qu'on appelle entre guillemets les infirmes, le projet ne dit pas ça. Le projet parle de l'état de santé lorsque on fait les tests. Et on a vu ici que malgré l'état de santé compliqué, on a validé la santé des candidats. C'est de ça qu'il est question. Il y a beaucoup d'extrapolations inutiles. Vous savez qu'on a la lourde responsabilité de ne pas intégrer la peur, la dramatisation, là où le projet ne le dit pas. Je termine en disant que sur l'une des questions qui me paraît délicate, c'est au sujet de la diaspora. C'est vrai que si on dit que les membres, il faut avoir vécu dans le pays pendant 3 ans, moi j'entends la revendication de ceux de la diaspora, je l'entends parfaitement. Je précise quand même que la connaissance de l'histoire, du contexte, de l'actualité, des statistiques est nécessaire pour quiconque veut être chef d'État. Et pour moi,
on peut effectivement réduire en disant 2 ans, 1 an, mais ça me semble nécessaire qu'un futur chef d'État ait une connaissance du vécu réel. Il y a donc à relativiser. Allons maintenant à la question essentielle de l'autre République. Il y a un grand débat en droit, un très grand débat, parce que certains parlent de 5e République, c'est péremptoire. En fait, on part du début jusqu'en 90, de 90 jusqu'en 2023. On n'a jamais eu que 2 républiques en réalité, au sens strict, parce que on peut délimiter, mais au-delà de ce découpage, la question essentielle, c'est que le Gabon écrit une nouvelle république. Et c'est pourquoi... Est-ce que cette constitution, finalement, selon vous, amène des éléments de rupture? Alors, oui. Vous parlez de nouvelle république. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les éléments de rupture. À mon avis, l'un des éléments essentiels, lorsqu'on regarde, on reprend tout ce qui a été fait au Gabon depuis le commencement, cette constitution règle et corrige les défauts accumulés pendant 14 ans. C'est-à-dire? Je vais essayer de les... des exemples peut-être? Des exemples pratiques, voilà. Bon, déjà, la question des mandats, c'est une question réglée définitivement. On a fait un bond qualitatif, donc c'est mandat, un septennat renouvelable une fois, c'est réglé. Une autre question essentielle au sujet d'être père et mère gabonais, je pense que cette question-là n'est pas excessive. Quand on demande qu'un chef d'État soit de père et de mère gabonais, ce n'est pas quelque chose d'excessif. C'est une rupture. C'est une rupture importante parce que il s'agit du souverain. Aux États-Unis, vous pouvez avoir toutes les qualités, par exemple, si vous n'êtes pas né sur le territoire, vous ne pouvez pas candidater. Donc, il y a des distinctions fondamentales. Oui, il y a une petite nuance, on est d'accord là-dessus. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'histoire du pays est ce qui explique l'écriture d'une constitution. Par exemple, toutes ces dispositions sont correctives par rapport aux inconstitutionnalités accumulées. Et à partir de ce moment, on peut continuer pour dire que, et là, au-delà, là je parle de la transition de façon générale, ce qui se passe au Gabon, il faut être dans une perspective comparative. Il y a le Mali, il y a bien sûr le Burkina, il y a le Niger, la Guinée, dans une certaine mesure le Tchad, mais personne n'a réglé d'abord la question fondamentale de la transparence même de l'écriture d'une constitution, tel que ça s'est fait au Gabon. Ça ne s'est pas fait comme ça ailleurs. Deuxièmement, au niveau de la répartition, on parle de pouvoir, la répartition, la redistribution du pouvoir. On a vu qu'au Gabon, dans les institutions, toutes confondues, les civils ont la direction des institutions, toutes confondues. Même au sein du gouvernement, on peut compter 5 militaires. Tout le reste, ce sont des civils. Pour dire quoi, professeur? Pardon? Pour dire quoi? Pour dire que parfois, on prête des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Là, je parle de la réalité de notre histoire depuis la Constitution, puisque vous parlez de rupture, qui effectivement marque une rupture. Alors, maintenant, ce que je peux dire, en tant que, entre guillemets, on va dire ça comme ça, clair ou intellectuel, c'est qu'il y a deux choses qu'on reproche à l'équipe actuelle. C'est de ramener l'ancien dans la co-gouvernance et de ne pas suffisamment oser la redistribution de ce qui est national. Mais on ne peut pas le dire pour l'instant puisqu'il ne s'agit qu'une transition. L'ancien
C'est-à-dire tous ceux qui ont été là avant ont, d'une certaine manière, puisque le chef a dit dès le début qu'il allait faire avec tout le monde. À partir de ce moment, on attend le moment de vérité, c'est-à-dire le moment de son élection, pour que la nouvelle République, et là, vous avez raison de poser la question, pour que la rupture sustentée par le projet de constitution soit en acte, in actu. Alors, professeur, c'est vrai que vous parlez justement, vous voulez rétorquer par rapport à ça? Non, pas par rapport à ce qu'il dit. Alors, je voudrais revenir peut-être sur cette nouvelle rupture, la rupture dont vous faites état. Tout le monde peut répondre sur le plateau, justement. Nouvelle rupture, certes, mais est-ce qu'au niveau justement des valeurs qui concernent justement les valeurs qui concernent justement la République gabonaise. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, il y a quand même une réappropriation de certaines valeurs? Quand on regarde l'article 50, par exemple, on cite notamment le patriotisme, la loyauté, la probité, le respect de la dignité humaine dont vous tenez tellement. Mais elle fait quand même référence en plus de ça, justement à cet article 50. En plus de ça, le patriotisme n'a rien d'une valeur. C'est quoi alors si ce n'est pas une valeur? Il est même bon de se lever quand son pays fait quelque chose de mal et de lui dire mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les Jean-Paul Sartre, je ne sais pas qui a cité Jean-Paul Sartre tout à l'heure. Je suis homme avant d'être français. Voilà. Il s'est élevé contre la Constitution, contre De Gaulle. Qui peut dire que Jean-Paul Sartre n'était pas fondamentalement français? Mais à quel moment, justement, on parle de cette réappropriation de ces valeurs? Donc, il faut des vraies valeurs. Donc justement, moi, j'allais venir juste... Moi, je voulais vraies valeurs. Il s'agit de quoi? Mon dada, c'est vraiment l'humain. D'accord, tout le monde s'intéresse à la politique. Tout, vous pouvez vous intéresser à ça pendant 100 ans. Ça ne donnera rien si vous ne soignez pas l'humain. Si vous ne permettez pas à l'humain d'être digne. Alors les valeurs dont vous faites état, il s'agit quoi exactement pour vous? Les valeurs qu'on aurait dû trouver ici. La loyauté. Elle y est déjà, l'article 50, elle y est déjà. Encore que la loyauté doit être la contrepartie de quelque chose. Je ne veux pas être loyal comme un chien. Tu me frappes et je viens toujours vers toi. Non, est-ce que la loyauté n'a pas la connotation? Je souhaiterais pas un peu dans votre boulin, si vous la loyauté doit être la contrepartie de quelque chose. La probité, oui. La justice, oui. Le dialogue et l'esprit de consensus aussi. L'impartialité, oui. La dignité, oui. Le travail, le mérite, le sens des responsabilités et de la redevabilité. Mais la redevabilité, qui est redevable ici? Qui doit être redevable? Seul l'État est redevable aux populations. Les populations ne sont pas redevables à l'État. Parce que l'État gère notre richesse. Et l'État doit rendre compte aux individus. Voilà. La discipline, oui. On a besoin d'être discipliné. Même dans sa vie personnelle, si moi je ne me lève pas tous les matins pour aller travailler, eh bien mon cabinet ne marche pas. Les populations n'ont que des droits, n'ont pas de responsabilités? Non, je n'ai pas dit ça. Les populations ont des responsabilités. En tant que père de famille, vous devez nourrir votre famille. C'est une responsabilité. Et ces valeurs, quand même, maître, on les a perdues aussi. C'est le moment, justement, dans cette nouvelle constitution, mais de là, se les réapproprier. Le civisme, quelle est la différence entre le patriotisme, le civisme, par exemple? Il n'y a pas... la citoyenneté n'est pas une valeur. La citoyenneté est quelque chose, est un droit. Donc, on a confondu beaucoup de choses ici. La fraternité, oui. La tolérance, oui. L'inclusion, oui. La neutralité, oui. L'impartialité, oui. La transparence, l'intégrité, le dialogue, l'esprit de consensus, l'esprit de solidarité. L'esprit de solidarité, ce n'est pas une valeur. C'est la solidarité qui est une valeur, pas l'esprit. Non, il faut quand même dire... Ça, c'est des choses importantes. Vous remettez tout en question, là? Ça, c'est des... Laissez-moi terminer. C'est des choses importantes pour le Gabon, même dans 100 ans. On est d'accord. C'est des choses importantes. L'esprit de solidarité, c'est pas une valeur. Donc on aurait dû dire solidarité. Monsieur Zué-Guéma aussi doit être une valeur. La bienveillance doit être une valeur. D'accord, on vous a bien compris, madame. Maître Yann. Moi, j'y ajouterais simplement. Monsieur Zué, justement, qui veut avoir la parole. Concernant la réappropriation de ces valeurs. Je crois, à mon humble avis, lorsqu'on regarde la Constitution,
hein, la Constitution, le préambule déjà est clair dans l'article 12 du préambule. Je vais vous faire ici une petite lecture. Rapidement, s'il vous plaît. La souveraineté du peuple sur les ressources naturelles de son sol et de son sous-sol, ainsi que sur le numérique. Nous avons atteint, je vous lis comme ça, le temps qui nous était imparti. Qui est une nouveauté. On va demander à la régie quelques minutes. Qui est une Allons-y un peu plus, oui. Allons-y un peu vite. Okay. Qui est une nouveauté du projet. Je vais citer encore ici le droit exclusif au titre foncier aux personnes de nationalité gabonaise. Nouveauté du projet également. Je chute en disant la protection par l'État des Gabonais résidant à l'étranger et la garantie de leur participation à la vie de la nation. C'est vrai que ça existait déjà dans la disposition de l'article 24, 28 et 170. Tout à l'heure, on était en train de parler et je voudrais quand même revenir là-dessus. Pourquoi un référendum? Pourquoi est-ce qu'on appelle aux Gabonais à voter oui ou non? Il faut partir d'abord du fait que, on l'a dit ici sur ce plateau une fois, le Gabon, de 91 jusqu'à ce jour, a connu des élections, a connu des faits politiques. Et c'est au fil de ces années que nous avons observé un certain nombre de choses qui ont permis que l'on puisse se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il n'y a pas longtemps de cela, en 2022-2023, on a voulu ôter à la substance de notre société une valeur qui était très importante lorsqu'on a voulu, on a dépénalisé l'homosexualité au Gabon. On a certains de nos parlementaires qui ont malheureusement pris des balles perdues à ce sujet. Je pense qu'on peut effectivement, avec ce qui a été dans l'achat de la Constitution, de la transition autant pour moi, dire que il y a quand même une réappropriation de nos valeurs. Alors, moi, toujours sur l'être humain. Rapidement, on va faire le dernier tour de table. Sur l'être humain. Il a lu quelque chose sur le préambule pour dire que le peuple gabonais est souverain des richesses, etc. Du sous-sol. Du sous-sol. Eh bien, quand on va plus loin, on voit l'article 42 à l'intérieur de la Constitution, les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sous-sol, du sol et du sous-sol du territoire national et de ses extensions sont la propriété exclusive de l'État. Vous vous rendez compte? De quoi, madame? Mais de la contradiction entre ce qu'il nous dit, qui est dans le préambule, et ce qui est écrit à l'article 42. Il faudrait peut-être préciser l'État gabonais, simplement, c'est l'esprit, c'est l'État gabonais. Non, il nous a dit le peuple. Il y a une différence. Absolument, bien sûr. Il y a une différence. Bien sûr, bien sûr. On nous a fait venir ici pour relever ce genre de choses. Et moi, je relève qu'il y a une contradiction. Absolument. Quand il dit que le peuple gabonais est souverain, et quand on vient nous dire que l'État est propriété exclusive des ressources, ça veut dire que moi, je suis Boutouin. Chez moi, là où mes grands-pères sont nés, on peut m'exproprier de là, sous prétexte qu'on a trouvé une richesse qui appartient à l'État. Vous vous rendez compte? Mais la vérité, c'est que c'est des dispositions qui existaient déjà. Et non, mais justement, on devrait regarder. Non, on devrait regarder ce que dit l'Union africaine. D'accord. Dans l'arrêt opposant le peuple Ogoni à l'État du Nigeria, le peuple Ogoni a gagné. L'a emporté, c'est vrai. Le peuple Ogoni a gagné. C'est vrai. Et l'Union africaine a dit que désormais, le sol, le sous-sol et tout ce qui appartient à ce sol appartiennent au peuple qui y vivent là depuis longtemps. Bien, permettez-moi. Parce que Shell avait détruit toute la nation Ogoni. Mais est-ce qu'on doit prendre... l'Union africaine avait fait obligation aux États africains de ne plus prendre ce vestige. Il a appelé vestige. C'est écrit noir sur blanc. Vestige de la colonisation. On va faire... Monsieur Renaud, peut-être vous réagir par rapport à ça. Et même, je n'ai même pas terminé dans les excusez-moi, je finis ça et puis... Vous êtes d'accord qu'on a demandé à la régie de nous accorder quelques minutes en plus. Maître Yal, dans 30 secondes, s'il vous plaît, Maître Yal. Nous sommes à la fin. Le pardon, depuis quand le pardon est une valeur? Moi, je prends votre verre, un verre Baccarat par exemple, je vous le casse.
et puis je demande pardon au Vert, il va se reconstituer. J'ai causé un dommage à votre Vert. Et parce que j'ai causé un dommage à votre Vert, je vous ai causé à vous un préjudice. Mon simple pardon à la bouche va réparer tout ça. Mais ces choses doivent sauter. Le pardon n'est pas une valeur. Mais si le pardon était une valeur, à quoi sert la justice? Pourquoi les gens vont encore devant les tribunaux? Ce sont effectivement... On devrait regarder pour dire le pardon est une valeur. Bon, on n'a plus besoin de justice. Ce sont là vos contributions, Maître Yann. Ce sont vos contributions par rapport à cette avant-projet. Monsieur Renombo. Si vous me permettez. Oui, Monsieur Renombo, allez-y. Renombo, allez-y. Je voudrais... C'est dommage, on aurait dû faire plusieurs émissions. Je voudrais... Et ce n'est pas terminé, madame. Je sais que vous allez me laisser développer. Je voudrais dire... Mais... Oui, oui. Vous concluez. Je conclue. D'accord, je vais essayer. Oui, alors, je voudrais dire que... Malheureusement, je le reconnais humblement, je ne connais pas exactement l'affaire que vous citez. Mais ce que je peux dire, c'est que en 1960, avec l'arrivée de l'État, l'État nationalise les terres. Après, chaque constitution se comporte différemment. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsque on a nationalisé les terres en 1960, l'État de Côte d'Ivoire n'était pas propriétaire de toutes les terres, parce que vous avez des royaumes en Côte d'Ivoire, comme le royaume Akan, et il y a encore, dans un passé récent, l'État de Côte d'Ivoire louait les terres, n'est-ce pas, aux populations ébriées qui sont les propriétaires terriens de la ville d'Abidjan, comme les Pongouais sont un peu, avec certains fonds, les propriétaires terriens. Donc ça dépend des constitutions. Donc dans l'affaire qui a opposé justement le peuple Ogoni à l'État du Nigeria, il faut voir ce que la constitution disait. Mais ici, au Gabon, depuis 1960, on a nationalisé toutes les terres. C'est d'ailleurs pour cela, et je le dis aussi, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a exproprié d'un Pongouais ici, n'est-ce pas, et certaines communautés font, puisqu'à l'Estuaire, il n'y a pas que les Pongouais. Maintenant, permettez-moi, s'agissant des valeurs, un État de droit, c'est un État où les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes lois. Et là, je rebondis sur ce que disait Maître Yann. Si demain, après avoir proclamé solennellement dans le préambule les valeurs, les principes, etc., on continue à assister à des arrestations arbitraires, à des gardes à vue indéterminés, etc., etc. Vous dites bien si... Je dis bien si, parce qu'on parle justement, vous l'avez dit, de la restauration des mentalités et des valeurs. D'accord. Je voudrais dire aussi, pour terminer, je voudrais dire ceci, que il n'y a en effet que l'humain. Exact. On peut construire des immeubles, des ponts, des chaussées, tout ce que vous voulez. Mais si il se trouve dans ce pays un Gabonais qui meurt de faim, il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau, nous aurons échoué. Parce que la vérité, c'est que, et je félicite à ce sujet... Mais à ce niveau, Monsieur Renombo, je vous dirais que dans l'article 10 dit ceci, le droit d'accès permanent à l'Internet, à l'accès potable et à l'énergie. Là encore, on prend en compte justement ces besoins vitaux des populations. Exactement, ces besoins vitaux, mais Internet n'est pas le plus important que manger à sa faim. Non, je parle de l'eau et de l'énergie. Oui, de l'eau, exactement. Vous l'avez énuméré tout à l'heure. Je voudrais juste terminer en disant ceci. Il faut d'abord construire... Nous sommes en conclusion et là vous êtes encore... Il faut d'abord construire les infrastructures de subsistance, l'eau, l'électricité, etc., etc. Et ensuite construire les ponts, les chaussées, les immeubles. Parce que si un Gabonais a faim, vous aurez beau faire les ponts, les chaussées, il ne reconnaîtra jamais que vous avez bien fait. Je finis dessus en disant que l'humain doit être au centre de la politique. C'est l'humain. Vos conclusions, Maître Yann. Mais exactement en 30 secondes, je dis depuis toujours, ça c'est mon combat, l'humain. Voilà. Le développement humain, tant qu'on ne fait pas le développement humain, vous pouvez prendre toutes les formes de gouvernance que vous voulez. D'accord. D'abord, ils ne seront pas respectés. Parce que les gens ne sont pas gênés de revenir sur leurs paroles. On peut dire une chose le matin, une chose à midi, on dit une autre chose le soir. Mais quand l'humain est construit, l'humain là va vous obliger à respecter ce que vous avez dit le matin. Et il ne va pas accepter que vous disiez autre chose à midi. Monsieur Donc, le développement humain est la chose la plus importante dans un pays. Et on l'aura compris. Merci pour cette conversation. Monsieur Juengemando. Je crois que comme Maître Yann venait si bien de le signaler, le développement humain, l'humain est à prendre en compte considérablement. Et je crois que lorsqu'on regarde cet avant-projet de constitution, il est quand même assez pris en compte.
Et je voudrais quand même souligner quelque chose ici, c'est que le président de la transition et tous les membres du CTRI, je pense, et tout à l'heure, c'est pour effleurer un tout petit peu la question que quelqu'un a soulevée tout à l'heure en disant pourquoi est-ce qu'on ramène certaines personnes, pourquoi. Il y a quelque chose que les gens semblent ignorer, c'est que nous sommes en période de transition. Et la transition est un processus exceptionnel. Comme on le dit, événement exceptionnel, disposition exceptionnelle. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête et comprennent que pour qu'on sorte de cette transition, il faut justement que l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui soit su par tous les Gabonais. Et le président de la transition et tous les membres du CTRI sont en train de œuvrer à cela. Le président de la transition est un militaire. Tout le CTRI est militaire. Pour conclure, ce que je pense, c'est que le président de la transition et tous les éléments du CTRI ont suffisamment mis et mettent suffisamment les bouchées doubles pour qu'on y arrive, parce que les militaires, pour atteindre un objectif, comme on le dit dans l'armée, un homme, une mission et les moyens. Le professeur Biogo? Oui, succinctement, 3 observations pour conclure ou pour ne pas conclure. Premièrement, le mérite des médias au Gabon, en particulier du Gabon Première, c'est d'avoir mis en discussion le projet de constitution. Ça, c'est vrai. J'espère que Maître Yann est d'accord. Oui. Allez-y. Concluez. Deuxième observation, l'exécutif doit pouvoir prendre en compte les objections, les contradictions, parce que c'est une chance pour le Gabon de ne pas avoir donné le spectacle traditionnel, classique, où on excluait une part active de la discussion et des propositions. C'est important que les autorités intègrent les éléments d'amendement qui ont été mis sur la table. Dernière observation. Merci. Je ne doute pas pour ma part que le projet sera accrédité, validé par les Gabonais. La question essentielle, nous savons que statistiquement ça sera validé, mais la question essentielle est que, au-delà de tout, on mette en place les conditions de la transparence, plus jamais d'intransparence. Il faut que les nouveaux élus le soient correctement. C'est le pari. Il ne faut pas, et là c'est ma dernière parole, il ne faut pas donner l'impression au président de la transition que ce sont certaines personnes qui ont les moyens de le faire élire. Nous avons un texte, c'est lui qui donne les conditions d'éligibilité. Et la tricherie, ce serait de faire croire que certaines personnes peuvent le faire élire. La statistique lui donne la possibilité de cela, surtout pas mais vraiment d'intransparence, de non-transparence. Merci. Merci. Ainsi parlent donc les intellectuels, les spécialistes, du moins ceux qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Vous avez déjà conclu, Madame Oyane? Non, pas conclu. Mais si, on a fait le tour. On a fait le tour. Quand même, je conclue. Je te conclue en disant on vous laisse une seconde. Allez-y, maître. Dieu juste merci, une seconde. ce ne sont pas ces plateaux vont perdurer. Parce que tout le monde ici a vraiment tout à la fin. Le président de la Madame, on a fait le tour. Oui, tout le monde a cité ici le président de la tradition, moi je ne l'ai pas cité. Mais je vais le citer en lui disant que, je ne sais pas s'il écoute l'émission, le président Oligui, quel que soit ce que les gens viendront vous dire, la seule façon pour vous d'être un grand président, d'être un Thomas Sankara ou un Jory Rawlings, c'est de faire le développement humain. D'accord. On avait compris. Merci, Maître Oyane. On sait que forcément le président vous a suivi. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté. Et je pense qu'on vous a démontré que le Maître Oyane, on vous a démontré que le débat démocratique est possible à Gabon Télévision. Je n'ai jamais dit. Et c'est ce que, d'accord, c'est ce que nous avons fait. Mesdames et messieurs, on espère, et c'était ça justement le rôle des médias, notamment contribuer, participer à la dédramatisation justement de certains
certains sujets qui pouvaient déjà se retrouver explosifs, notamment sur la place publique. Merci à vous, Patricia, merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Le débat se poursuit, on l'espère de manière moins engagée, moins virulente, grâce à tout ce que nous avons pu vous proposer tout au long de cette semaine. Merci encore, bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir chez vous et à très prochainement. Ils ont déjà vu le vaccin.